Psychologue, psychiatre et Jean de Rédy, qu'est-ce qui vous a fait réaliser que vous aviez affaire à un psychopathe? Psychologue clinique ici. Au début, je ne savais pas. En fait, étant donné le contexte, il était plus sensé que la plupart de mes patients. Le sujet de son passé criminel fut évoqué. Je savais seulement qu'il avait fait de la prison quelques années auparavant, mais pas pourquoi. Je l'avais rencontré un mois ou deux quand ce sujet fut abordé. Il s'est avéré qu'il avait purgé deux peines distinctes. Les deux étaient pour viol. Dans les deux cas, il était exactement ce dont nous avons peur, un type qui se cache dans une ruelle sombre et qui saute sur une fille ivre. Il m'a parlé de ces choses comme s'il parlait du temps qu'il faisait. Quand j'ai compris qu'il n'exprimait aucun remords ni aucune culpabilité, j'ai ressenti le même genre de peur instinctive, froide et déchirante, que l'on ressent quand on se promène et que l'on est pris par surprise. Je suis un professionnel de la santé mentale, travaillant dans un établissement pénitentiaire de haute sécurité. D'après mon expérience, les psychopathes ont ce regard prédateur, surtout lorsqu'ils essaient de vous manipuler. C'est complètement déroutant et difficile à décrire à quelqu'un qui ne connaît pas ces individus. Ils ont également tendance à être narcissiques et trop charmants, et se font un devoir d'être trop amicaux avec vous. Quand j'étais étudiant, nous avons eu un entretien avec une dame qui a tué son bébé avec une arme à feu parce qu'elle pleurait tellement qu'elle ne pouvait pas le supporter. Au début, on ne nous a pas dit que c'était une psychopathe et on nous a juste dit d'écouter sa version des faits. Elle ne lisait son journal qu'elle avait fait pendant son séjour en institution. Elle n'avait pas mentionné une seule fois qu'elle était triste, que son bébé soit mort, ni que ce qu'elle avait fait était mal. Elle avait juste des écrits sur la colère de son mari, qui l'a quittée et l'a dénoncée à la police pour ce qu'elle avait fait. Elle justifiait le meurtre par le fait que le bébé était si insupportable et une fois elle a mentionné qu'elle était en colère et furieuse que son mari ne l'ait pas cru, qu'elle n'avait pas d'autre choix que de tuer le bébé. Elle était très intelligente et parlait bien, et pendant tout ce temps, elle essayait de nous faire regretter qu'elle était enfermée. Nous avons appris par la suite que parfois elle mentait en disant qu'elle n'avait pas tué son bébé et que d'autres fois elle s'en vantait, selon la personne à qui elle parlait. Elle avait l'air très normale et parlait très bien. Elle dit « Waouh, je ne m'attendais pas à autant de votes positifs. » Donc pour répondre à certaines de vos questions. Je ne viens pas des États-Unis et je ne pense pas que son nom aura de l'importance pour l'un d'entre vous. Elle n'était pas schizophrène et n'avait pas de stress postpartum. Si elle en avait, elle aurait eu des remords pour ce qu'elle a fait, ce qui n'est pas le cas. Quand je dis personne normale, je pense que si je lui parlais dans une autre situation que celle-ci, pas dans un institut psychiatrique, je n'aurais aucune idée qu'elle est psychopathe. Elle a tué son bébé pour une raison très simple. Pendant un moment, il n'arrêtait pas de pleurer. Elle n'a pas essayé de le cacher ou quoi que ce soit. Au début elle a menti à son mari en disant que c'était par accident, mais elle l'a ensuite admis. En disant cela, il n'arrêtait pas de penser que tuer des gens serait plus amusant que des animaux boiteux, chats et chiens errants et tout ce qu'il pouvait attraper. Il n'avait que 11 ans. Ma mère travaillait avec un garçon, 12-13 ans à l'époque, qui avait tué des animaux. Il avait violé un mouton puis lui avait tranché la gorge. Il avait agressé sexuellement son petit frère. Il était grand pour son âge et ne pouvait pas être seul avec le personnel féminin, car il essayait toujours de les manipuler et de tester leur force contre elles de manière subtile, c'est-à-dire qu'il essayait de les serrer dans ses bras mais en les écrasant pour voir si elles étaient assez fortes pour en sortir. Il trouvait souvent dans sa chambre des dessins de femmes ligotées et mutilées. Il n'avait plus le droit d'avoir des jouets ressemblant à des êtres humains, car il les détruisait toujours, les pendait, les attachait. Tout le personnel disait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne tue un humain et pour l'instant, ils ne peuvent rien y faire car lorsqu'il aura 16 ans, il ne sera plus sous leur garde. Ils ont eu une certaine sympathie pour lui en raison de son éducation. Sa mère était une droguée et les vendait souvent, lui et son frère, à des pédophiles. Il prenait les garçons dans une voiture, les emmenait, les maltraitait et les lui ramenait. C'est dégoûtant. Psychologue travaillant actuellement dans une prison ici. J'ai travaillé avec 3 personnes, dont j'ose dire qu'elles auraient rempli les critères du trouble de la personnalité antisociale au cours des 2 dernières semaines. Un point commun, elles utilisent les comportements comme des outils qui ne profitent qu'à elles-mêmes. L'automutilation n'est pas un moyen de se faire du mal, mais un outil pour attirer le personnel dans la cellule afin d'inciter à la violence, d'obtenir des médicaments supplémentaires ou d'être envoyé au centre de détention, ce qui implique un statut. Je ne suis pas psychologue, mais j'étais dans la pièce où ma mère s'est fait évaluer. Je n'étais pas dans la pièce, c'était comme une salle d'interrogatoire de police avec une vitre sans teint. J'étais là parce qu'ils avaient besoin de m'interroger pour avoir un point de vue extérieur. Quoi qu'il en soit, ma mère a été arrêtée parce qu'on la soupçonnait d'avoir commis un crime. Pour planter le décor, elle a été menottée à une table et elle était furieuse. Elle a toujours eu des problèmes de colère dus à une forte consommation de drogue et d'alcool. On lui parlait, on l'interrogeait, tout ce genre de choses, j'y étais pendant environ 3 heures. Elle continuait à faire tourner en ton une dame, pour la détourner du problème réel.
Elle était incroyablement calme et répondait à des questions sur des sujets qui effraieraient une personne normale. Elle ne montrait pratiquement aucune empathie pour quoi que ce soit et c'était terrifiant pour moi de la voir ainsi. Je savais qu'elle n'était pas bien dans sa tête de toute façon, elle était violente envers mon frère et moi. Vu comment elle a géré la situation, je suis content d'être sorti, sinon ça aurait pu s'empirer. Je ne lui ai pas parlé depuis environ 4 ans, mais elle a essayé de reprendre contact. Je ne peux pas lui faire confiance et je pense que je ne le ferai plus jamais. Pas psychologue, mais infirmière qui voit beaucoup trop de cas psychologiques. Une fois, j'ai eu un policier qui a été amené après avoir essayé de s'introduire dans la maison d'une famille alors qu'elle était à la maison. J'essayais de faire fonctionner un outil de télémétrie dont les électrolytes étaient détraqués et pendant ce temps il agissait comme s'il ne se souvenait pas d'avoir essayé d'entrer par effraction dans la maison d'une famille entière alors qu'ils étaient chez eux. Il devenait nerveux, mais l'hôpital où je travaillais avait une politique toute bête de risque de chute, qui consistait à maintenir les patients au lit, même s'ils étaient jeunes, en bonne santé ou capables d'encaisser leur chute. Les patients souffrant de troubles mentaux aiment bien se tenir. Quoi qu'il en soit, j'essaie de garder le mec au lit, parce que si ses pieds touchaient le sol, une alarme sonore se déclencherait et empirerait sa situation. Donc, je suis là-dedans à essayer de lui parler et de désamorcer tout ça. Nous parlons et il me dit qu'il est une mauvaise personne, que son chat a été mutilé et que sa sœur lui a demandé pourquoi il avait fait ça et il lui a dit que c'était le chien qui l'avait fait. Mais, il m'a dit que son secret était qu'il l'avait fait. Il a tellement maltraité le chat qu'on aurait dit qu'un chien l'avait mis en pièces. Il m'a aussi dit qu'il savait ce qu'il faisait quand il essayait de s'introduire dans la maison familiale et qu'il voulait faire du mal aux gens. Bien sûr, j'ai partagé ces informations avec l'hospitalier et le psychologue et, naturellement, il a été emmené le jour suivant. Souvent, ils font un visage particulier lorsqu'ils racontent une histoire, généralement pour montrer à quel point ils sont intelligents. L'un des TED Talks explique comment repérer un menteur, ce qu'il appelle le plaisir de duper. Parfois, ils ne peuvent pas contenir leur rage et vous les voyez changer. Eddie, la dernière phrase est une observation personnelle qui n'a rien à voir avec le TED Talk. Eddie, pour ajouter un lien. Nous avons dû le regarder pour notre cours de criminologie. Comme d'autres l'ont remarqué, il n'existe pas de moyen basé sur des preuves pour repérer un menteur. J'ai juste trouvé le plaisir du mensonge fascinant. Je le vois aussi parfois dans le visage de mes jeunes nièces et neveux. https www.ted.com Talk Pamela Meyer Autospot Aliar Up Next. Langage égalant. Je suis avec vous, manipuler les psychologues pour qu'ils leur disent comment améliorer leur situation. Manœuvre classique des psychopathes. Lorsqu'il a décrit certaines des choses horribles qu'il avait faites aux gens, il n'a pas exprimé de remords, de regrets ou même de colère, il a exprimé du dédain. Il méprisait les personnes qu'il avait irrémédiablement blessées, parce qu'il n'en avait pas tiré suffisamment de profit, il les utilisait à ses propres fins et il croyait sincèrement qu'elles avaient échoué. J'ai tapé une longue réponse à ce sujet, mais je l'ai ensuite supprimée, car je ne pouvais pas vraiment la décrire sans donner trop de détails. Une chose que je dirais, c'est que les psychopathes ne sont pas tous des criminels meurtriers classiques. Parfois, les personnes les plus gentilles que vous rencontrerez sont des psychopathes, et tout cela n'est qu'un acte visant à vous manipuler pour que vous fassiez ce qu'ils veulent, ou que vous les voyez d'une certaine manière, parce que cela leur donne l'impression d'avoir gagné et ou d'être supérieur à vous. Faites attention aux gentils. Je ne suis pas psychologue, mais j'en connais quelques-uns, j'ai beaucoup étudié et ma sœur travaille dans la police. Il me disait qu'il essayait de se soucier de ce que les gens ressentent, mais il ne savait même pas comment faire. Comment savez-vous que vous vous souciez de quelqu'un? Comment ne pas se sentir indifférent? Il se concentrait sur 3 émotions, l'indifférence, la colère et la pitié. Il parlait de désaccords qu'ils avaient eus avec leur partenaire. Un accident avec de l'eau sur un appareil électronique, cela peut arriver à n'importe qui. Aussi calmement que s'il parlait par exemple de l'actualité, il a commencé à dire comment il avait coincé sa partenaire contre le mur et a commencé à essayer de l'étrangler. Pas d'émotion, pas de changement de ton. Comme si c'était quelque chose de normal. J'étais stagiaire à l'époque et je n'étais pas qualifié pour le traiter, inutile de dire que j'ai transféré le client chez un autre thérapeute. Cependant, je n'ai pas pu mettre fin à la séance et j'ai dû rester assis avec lui pendant environ 20 minutes de plus. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je me sentais comme une proie piégée dans la pièce avec un prédateur. Il ne s'en souciait pas. Cependant, si vous le rencontriez, vous penseriez que c'était juste un type normal, un type moyen qui a réussi. Je suis sûr à 99% qu'il était un sociopathe, parce qu'il essayait sans cesse de me faire réagir, de changer de tactique, d'essayer de me charmer et quand je ne me laissais pas faire, il devenait étrangement, froidement irrité. Je n'ai jamais de patient comme lui avant ou depuis. Je ne suis pas psychologue, mais je suis sorti avec un psychopathe, je ne l'ai su que des années plus tard.
Une grande partie de ce qu'on croit être leurs émotions est simplement le miroir des émotions qu'ils voient chez les autres et la façon qu'ils pensent appropriée de réagir, qu'ils la ressentent réellement ou non. C'est ainsi qu'ils se fondent dans la masse et paraissent normaux aux yeux du commun des mortels. Ils sont narcissiques, et tout tourne autour d'eux. Ils sont toujours capables de rejeter la faute sur les autres, rien n'est jamais de leur faute. Cependant, tout ce qui est positif dans leur vie ou dans la vie des autres vient d'eux. Parce qu'ils sont narcissiques, ils croient qu'ils sont beaucoup plus importants qu'ils ne le sont en réalité. Ils ont une forte influence sur les autres en raison de leur capacité à ne rien ressentir lorsqu'ils manipulent les autres, et c'est ainsi qu'ils exercent un contrôle sur les autres. Ils feront tout ce qu'il faut pour s'imposer dans une situation sans se soucier réellement de la vie ou des sentiments des autres. Ils peuvent simuler leurs sentiments ou leurs réactions pour continuer à manipuler leur entourage, et ils prennent plaisir à contrôler les autres et à avoir l'impression de tirer toutes les ficelles. Je travaillais pour une dame et son mari, et je parierais qu'il était psychopathe. Sa petite fille a eu un vilain accident qui a nécessité une opération du cerveau et une reconstruction faciale. Il a filmé tous les événements, depuis les moments qui ont suivi sa chute jusqu'au moment où il l'a ramenée à la maison, et l'a mise en ligne sur YouTube. Dans la vidéo qui suit son opération, elle dort et sa mère veille à ses côtés. Il parle doucement et sa mère laisse échapper un petit rire, que je n'ai pas trouvé si étrange. Je veux dire que sa fille était à ce moment la sauvée et les jours d'inquiétude étaient finis. Elle se détendait enfin. Puis il se penche et dit, il ne faut pas rire. Ce n'est pas une réaction appropriée à cette situation. La façon dont il a dit, cela m'a donné des frissons. J'avais toujours soupçonné que ses émotions étaient fausses, mais cela l'a confirmé. Un autre jour, ma mère était en train de mourir. Ce matin-là, au travail, il a fait une blague à ce sujet en disant que ce serait bien si elle se pouvait se dépêcher de mourir. Il pensait que je trouverais ça drôle, parce que je n'aimais pas particulièrement ma mère. Non, mec. C'était vendredi, elle est morte dimanche, et j'ai démissionné lundi. Putain d'enfré. Mes collègues et moi avions l'habitude de plaisanter sur le fait qu'il avait probablement des corps enterrés dans sa ferme, mais on ne plaisantait qu'à moitié. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai lu l'histoire d'un neurologue qui s'est scanné le cerveau et a découvert qu'il était psychopathe. Thérapeute. Un bon sociopathe semblera, à première vue, totalement investi dans le traitement. Il va de votre sens en quelque sorte, essaye de vous impressionner. Puis, vous finissez par comprendre qu'il vous manipule pour que vous pensiez d'une certaine façon alors qu'il pense et se comporte totalement à l'opposé de ce que vous pensez. De plus, si vous êtes empathique et que vous vous intéressez vraiment à l'humeur ou aux vibrations des gens, les sociopathes psychopathes vous donnent l'impression que quelque chose ne va pas, vous vous sentez presque la nausée après leur avoir parlé. C'est mon expérience en tout cas. Je pense que l'un des signes peut être l'envie de devenir super proche et intime vraiment trop vite par rapport à la plupart des gens. Supprimez les limites et rentrez dans les espaces personnels et privés. Comme quelqu'un qui vous fait beaucoup de faveurs ou qui veut connaître tous vos défauts et vos secrets, mais qui vous a rencontré le jour même. Parfois, pour lui, cela signifie que vous pourriez lui rendre de grands services en retour et non par gentillesse. En lui disant non, vous pourriez voir le masque tomber ou le voir essayer de vous rabaisser ou de vous utiliser davantage. Mais vous ne savez pas si ce ne sont pas d'autres types de troubles psychologiques qui se s'ajoutent à cela.